Salut à tous, bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital. Très heureux de vous retrouver. Je vous ai laissé pendant un podcast avec mes trois amis qui vont m'accompagner une nouvelle fois aujourd'hui pour débriefer la belle victoire du PSG face à Angers. Je reviens aujourd'hui et on va faire une spéciale mercato. On parlera aussi en fin de podcast du tirage au sort de la Ligue des Champions. Parce que vous avez fait un live Instagram, Mousse et Yacine, mais on va y revenir avec l'équipe complète pour analyser tout ça. Mais d'abord, avant de vous parler du sommaire, je vais vous présenter donc l'équipe qui m'a accompagné. La même que vendredi, qui m'accompagne depuis plusieurs semaines, déjà depuis plusieurs numéros. Mousse, qui est tout d'abord avec nous. Comment ça va, Mousse? Ça va bien, mais je suis très fatigué. Eh oui, Sinon, il y a eu un mercato qui s'est fini tard. Hein. Les infos sont tombées au fur et à mesure au compte-gouttes. Mais Paris United, il faut que je le dise quand même, Mousse, parce que ça n'a pas été cité par beaucoup de monde sur Twitter, mais c'est Paris United. Et toi-même qui avais sorti l'info de Rafinha à 22h, date, voilà, heure française d'arrivée de Rafinha au Paris Saint-Germain. ouais, pour être transparent, en fait, les Espagnols avaient parlé d'une possible arrivée de Rafinha, donc je me suis vraiment cassé la tête, démené, j'avais mal aux yeux à cause du téléphone, j'ai passé tellement de coups de fil. Et finalement, j'ai réussi à avoir la confirmation, le numéro de maillot à 22h. Bah, j'étais heureux, ça fait toujours plaisir d'avoir la bonne info, donc, mais vraiment fatigué. Content que ce soit terminé. Surtout que c'était un mercato quand même très compliqué où il n'y a pas beaucoup d'infos qui ont filtré, donc c'était très bien d'avoir cette info-là que personne n'avait vu venir. Hein. Personne. Effectivement. Yacine Amnet qui est avec nous également. Salut Yass. Salut à tous. Toi aussi, t'es couché tard, t'as veillé sur la fin du mercato ou t'as été te coucher plus tôt que ça, t'as dit on verra bien demain matin les joueurs à arriver. Non, j'ai été jusqu'à minuit, mais je me doutais qu'après minuit, il allait plus se passer grand-chose. Parce que des fois, il y a des infos qui arrivent à 3-4 heures du matin parce que les signatures un peu tardives, mais bon. Voilà. Ce que j'allais te dire, c'est qu'il y a des joueurs qui, avec le temps de la validation des contrats, de faire la petite séquence réseaux sociaux, etc., pour présenter le joueur, ça arrive un peu plus tard des fois. Ouais. Moi, je pense à Jean-Kévin Augustin qui a signé à Nantes, qui a été annoncé Ouais. que dans la nuit, on va dire officiellement. Nicolas Puravo qui est avec nous également. Ça va, Nico? Salut Hugo, salut tout le monde. Toi aussi, tu as veillé un peu tard ou pas du Non, tout? non, moi je me Non. suis couché dès que j'ai vu, moi j'étais sur le compte Twitter de Mousse, dès que j'ai vu 22h, Rafinha validé numéro 12, bonne nuit, je suis allé me coucher. Serein. Il y a Merci plus rien pour qui la arrive. réponse. Effectivement, c'était la dernière arrivée, la dernière mercato arrivée, la dernière recrue arrivée tirée du chapeau de Leonardo. Justement, on va revenir sur l'ensemble du mercato parisien dans cette première partie de podcast avec les arrivées, les départs, et on va vous détailler le profil des trois recrues arrivées donc hier entre Moeskin, Danilo Pereira et Rafinha, la dernière journée qui, comme d'habitude, a été très mouvementée avec beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs dans l'ensemble du foot européen et notamment au Paris Saint-Germain qui n'a pas échappé à tout ça. Et on terminera sur le tirage au sort de la Ligue des Champions pour le groupe du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, qui a été tiré la semaine dernière. On n'a pas eu le temps d'y revenir dans le podcast. Vous n'avez pas eu le temps d'y revenir parce qu'il y avait un match à débriefer. Il y avait eu un live Instagram entre Mousse et Yass, mais on va y revenir tranquillement. On prendra le temps dans les 20 dernières minutes du podcast pour débriefer cette poule de Ligue des Champions. On va donc commencer avec le Mercato qui a fermé ses portes officiellement. Hier, ça y est, c'est terminé. Rudy Garcia va pouvoir enfin dormir puisqu'il en avait marre de ce mercato de perdre des joueurs. On va parler du mercato du Paris Saint-Germain qui a finalisé hier trois arrivées avec la venue de Moeskin d'Everton, Danilo Pereira de Porto et Rafinha du FC Barcelone. Mais avant ça, on va se pencher sur l'ensemble du mercato avec toutes les arrivées, tous les départs du Paris Saint-Germain et se poser plusieurs questions dessus. Je vais déjà vous faire un petit topo des arrivées. On va commencer avec les arrivées pour prendre tout dans l'ordre. On a Mauro Icardi qui est arrivé pour 50 millions d'euros, ça on le savait depuis quelques temps déjà. Sergio Rico, donc 50 millions pour Icardi, 6 millions pour Rico. Ensuite, Alexandre Letellier qui est venu compléter les gardiens qui arrivent en numéro 2 en libre, en transfert libre. Alessandro Florenzi en prêt. Et enfin, Moiskin donc, qui est prêté sans option d'achat d'Everton au Paris Saint-Germain. Danilo Pereira, un prêt payant de 4 millions d'euros avec une clause de 16 millions. Si le PSG finit dans les deux premiers du championnat, autant dire que voilà, c'est validé pour l'arrivée de Danilo Pereira la saison prochaine. Et enfin, Rafinha, qui est arrivé très tardivement à la formation, comme je dis, Leonardo, qui n'a pas laissé filtrer grand-chose, mais Mousse, qui a réussi à obtenir l'information, qui est arrivé libre du FC Barcelone, mais avec un pourcentage à la revente de 35% et des bonus allant jusqu'à 3 millions d'euros pour le FC Barcelone, des bonus facilement atteignables, en tout cas, pour 3 millions. C'est ça, Mousse, Difficilement atteignable, pas facilement atteignable. Ah, moi, j'avais vu que c'était des bonus du genre le Paris Saint-Germain remporte un trophée, le championnat, etc. C'est difficile. C'est Kerrer réussit un bon centre, c'est des bonus comme ça, vraiment plus compliqués, quoi.
Baker. Bon, effectivement, alors je rectifie pour des bonus difficilement atteignables. Alors. Et enfin, donc pour la catégorie des départs, on sait des joueurs en fin de contrat qui ont quitté le club. Thiago Silva, Edinson Cavani, Tanguy Kouassi, Adila Oshish. En transfert, Loïc Mbesso, le jeune défenseur du Paris Saint-Germain pour Nottingham Forest à hauteur de 5 millions d'euros. Moussa Sissako pour 500 000. Marcin Bulka en prêt. Garrison Innocent qui est parti du côté de Caen. Et enfin Arnaud Kalimuendo qui est parti en prêt s'aguerrir toute la saison du côté du RC Lens. Ma première question, Yacine, en tenant compte du contexte et de la situation financière du club, on sait que le Paris Saint-Germain a eu un déficit à peu près, on va dire, équivalent à 120 millions d'euros. Est-ce que c'est un bon mercato pour toi? Est-ce que ça a remplacé numériquement, ou moins qualitativement, les joueurs qui sont partis? Oui, parce que alors déjà, on avait bien dit que Leonardo travaillerait dans les derniers jours, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Alors on peut toujours s'inquiéter, mais bon, on ne s'est pas trompé de beaucoup parce que mais il y a eu beaucoup de transferts hier. Encore une fois, dans les derniers jours du mercato, c'est là que ça s'accélère. D'ailleurs, on se demande pourquoi il dure 6 semaines presque. Ah, mais c'est ça, on pourrait le faire durer qu'une semaine ou 3 jours, parce que de toute façon, les documents, ils sont envoyés qu'à 23h55. Donc, voilà. Donc bon. Après, quand on fait la balance, il y a plein de joueurs que tu as cités qui ne jouaient pas de toute façon. Finalement, lesquels sont réellement partis, qui faisaient partie du groupe et qui jouaient régulièrement? Silva, mais derrière, on a Marquinhos Kimpembe. Meunier, on l'a remplacé par Florenzi. Alors, il y a Cavani, mais malgré tout, la dernière saison, ok, il a joué contre Dortmund, il a fait quelques matchs entre février et début mars, mais il n'a pas non plus joué beaucoup toute la saison. Pour le reste, c'est Aouchiche, Choupo-Moting, voilà. Donc, pour moi, les départs ont été comblés, plutôt bien. Après, on verra. Je reviendrai sur les profils et sur ce qu'on attend d'eux. On peut jamais savoir, mais moi, je trouve que quantitativement, ça a été fait en tout cas. Mousse, ton avis, toi, sur le mercato parisien, en tenant compte justement du contexte, comme je le disais, et de la surface financière du Paris Saint-Germain pour ce mercato? J'ai comptabilisé pas moins de 8 arrivées en comptant parce que tu as oublié le petit jeune. Bon, là, après, c'était pour les U19. Ah, de Dijon, oui. Qui est arrivé de Dijon, oui. Voilà. 8 joueurs avec un montant dépensé, il me semble, tu l'as rappelé, un peu moins de 60 millions en tout, avec une grosse, la plus grosse partie étant dédiée à celle au transfert d'Icardi. Franchement, il n'y a pas eu de départ. Donc, du coup, on s'inquiétait de la profondeur de banc, et de la qualité de l'effectif. Aujourd'hui, tu as quasiment tous les postes qui sont doublés, voire triplés, avec des joueurs qui sont internationaux malgré tout. Honnêtement, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Yacine. Après, on reviendra sur les joueurs de manière individuelle. Mais honnêtement, vu le contexte, en sachant qu'on ne pouvait pas beaucoup dépenser, parce qu'il y a une différence entre ne pas avoir d'argent et ne pas pouvoir dépenser. C'est deux choses complètement différentes. Évidemment que il y a le Qatar qui est quand même derrière. Donc, s'ils voulaient, évidemment, ils auraient pu réinjecter, trouver une façon de réinjecter de l'argent et faire des gros transferts. Mais il s'agissait d'abord de faire des économies, ce qui a été très bien fait par Leonardo quand il a mis un terme au contrat de Silva et de Cavani qui avaient des salaires énormes. Là, on parle d'une économie de 30 millions d'euros par an pour ces deux joueurs. Donc là-dessus, c'est très bien. Maintenant, il faut un petit bémol sur Leonardo, c'est sur les ventes. Il y aurait dû avoir quelques ventes. On en reparlera tout à l'heure. Mais sinon, globalement, moi, je suis satisfait. Nico, c'est vrai que par rapport même aux autres clubs étrangers, on voit le FC Barcelone n'a pratiquement signé personne. Le Real Madrid, 0 recrue. La Juve, pareil, ça a été des prêts, on va dire. Il y a eu Federico dans les derniers instants du mercato, mais ils ont perdu Douglas Costa, etc. Donc, si on prend un peu l'ensemble des clubs européens par rapport à ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, on peut se dire que le PSG, même si ça a été fait tardivement, a réalisé un bon mercato pour toi? Ouais, je pense que c'est un bon mercato aussi. Il ne faut pas oublier, comme le dit Mousse, qu'on ne pouvait pas dépenser d'argent cet été. Il y a trop d'incertitudes, il y a trop de pertes à venir. C'était vraiment difficile. Et à l'arrivée, quand on regarde les recrues du PSG, quand on regarde surtout la composition aujourd'hui de l'effectif, non seulement on a bien remplacé les gens qui sont partis, on a même renforcé des postes où il y avait des manques. Alors après, on parlera avec Yacine des profils, mais en tout cas, on a pris les joueurs qu'il fallait prendre. Donc c'est déjà la bonne nouvelle. Le seul petit bémol, mais qui pour moi n'en est finalement pas un, c'est qu'il n'y a pas eu de vrai remplaçant à Thiago Silva numériquement.
Mais je pense qu'avec 4 défenseurs centraux dans l'effectif, ça peut tout à fait tenir. Et puis, il y a cette blessure de Bernat qui a un petit peu aussi gâché le mercato, parce que forcément, maintenant, on voit que sur le côté gauche, voilà, il y a une petite faiblesse. Mais c'est aussi assez cohérent, je pense, de ne pas aller chercher un latéral gauche aujourd'hui pour te retrouver avec 4 joueurs sur ce secteur-là dans 6 mois. Donc voilà, globalement, ouais, plutôt satisfait aussi de ce mercato. Ouais. Il y a un sondage Twitter sur le compte Twitter de Paris United, hein, Mousse, pour vous demander si vous aviez été satisfait du mercato réalisé par le Paris Saint-Germain. Vous avez été exactement 12 812 à participer au sondage, donc vous avez été quand même assez nombreux. Il y a 55% des participants qui se sont dit satisfaits du recrutement effectué. Donc, c'est dire quand même, c'est quand même assez partagé l'opinion, Mousse, en tout cas du public et des supporters du Paris Saint-Germain sur le mercato du PSG. Oui, on avait lancé le sondage la veille, donc c'était avant l'arrivée de Rafinha, parce que on n'était pas sûr que le mercato soit complètement terminé. Mais effectivement, on a 55% sur les 12 800 votants qui ont l'air plutôt satisfaits. En lisant un peu les commentaires en dessous, tu as des gens qui sont déçus, surtout sur la qualité des joueurs, entre guillemets. Il y a eu beaucoup de commentaires avec, en disant que c'était un mercato Europa League, etc. Mais encore une fois, il faut que les supporters parisiens comprennent bien que encore, je le répète, comme Nicolas aussi l'a dit précédemment, c'est une année qui est particulière. Donc, on ne pouvait pas dépenser d'argent. Donc, Leonardo avait prévenu, quand il était venu sur le plateau du Canal Football Club, tu y étais, Hugo, il a dit, voilà, il va falloir faire des coups, il va falloir être malin, c'est ce qu'il a été. Il nous a ramené un profil dont on avait besoin depuis le départ de Thiago Motta, même si ce n'est pas du tout les mêmes genres de joueurs, mais en tout cas, lui, c'est un joueur Danilo Pereira qui joue devant la défense. Il a trouvé le remplaçant de Thomas Meunier et une doublure à Icardi, plus les gardiens, on en a parlé tout à l'heure, Icardi, etc. Donc, moi aussi, je fais partie des 55%, parce qu'encore une fois, avec le contexte particulier, c'est quand même inespéré de pouvoir recruter 8 joueurs. Justement, rentrons dans le vif du sujet, dans les recrues dont tu as parlé, Mousse. Commençons avec celui qui vient doubler le poste de numéro 9 avec le départ de Kalimundo. C'est Moïse Kean qui sera le remplaçant, on va dire, attitré de Mauro Icardi en numéro 9. Yacine, je me tourne vers toi. Alors, Moïse Kean, c'est un joueur qui a 20 ans, international italien, qui a 5 sélections et 2 buts, qui avait fait ses premières, il a fait toutes les catégories jeunes avec l'Italie, sa première sous Roberto Mancini en 2018, qui a pour agent Mino Raiola, il faut le rappeler quand même, ça aide à retrouver des bons clubs. Mais il était en échec à Everton l'an dernier, où il a mis que 4 malheureux buts. Il s'était fait remarquer évidemment à la Juventus Turin, où il avait scoré, il avait été le premier à marquer en Serie A, à faire ses débuts en Ligue des Champions. Donc c'est un joueur de la catégorie des années 2000. Qu'est-ce que tu penses de son arrivée, toi, de lui on le rappelle, il était quand même un peu en perdition du côté d'Everton. Alors, juste si je peux faire un petit préambule 30 secondes pour dire une chose, c'est que quand on va analyser les joueurs, moi je vais parler de ce qu'ils ont fait, où ils étaient, ce qu'ils ont fait, le profil qu'ils ont. Moi je suis pas devin, c'est-à-dire que je peux pas dire aujourd'hui c'est une super recrue et il va tout casser, ou il va se foirer. Si j'étais devin, je serais riche, donc c'est pas le cas. Et c'est comme un joueur qui a acheté 100 millions, il a acheté 100 millions par rapport à ce qu'il a fait, pas par rapport à ce qu'il va faire. Personne ne le sait ce qu'il va faire. Parce que quand tu arrives dans un club, il y a un contexte, un entraîneur, des joueurs, et tout peut changer. Quand tu joues au Bayern, tu joues pas au Barça. Quand tu joues au Barça, tu joues pas au Real. C'est comme ça. Donc, on parle vraiment juste de ce qu'il peut apporter par rapport à ce qu'il a déjà fait. Évidemment, on ne peut pas dire qu'il va claquer une super saison, retrouver la sélection titulaire avec l'Italie et revenir à la Juve triomphant, j'en sais rien. Mais voilà. Donc, en compte de ce qu'il a fait. Voilà. Kean, il a fait des super débuts à la Juve. Ça a été un des plus jeunes joueurs à porter le maillot de la Juve. Ça a été un des plus jeunes buteurs avec la Juve. Il a montré des qualités athlétiques, mais aussi techniques. Voilà. Il est parti à Everton, alors pour plein de raisons, un peu le salaire, l'histoire de racisme, quand il avait été victime de cris racistes avec Matuidi justement à Cagliari, et que Bonucci par exemple avait un peu dit qu'il avait cherché les problèmes, etc. Donc il est parti. Il a fait un peu comme Alvaro González avec les Noirs de l'équipe. Voilà, il a fait un peu le même style. Donc voilà. Donc après il est parti à Everton. Il a joué, alors il a peu marqué. Mais encore une fois, il y a plein de raisons. Le championnat anglais, c'est pas le championnat italien. Everton, en plus, quand il arrive au début, c'est pas non plus, ça tourne pas super bien. Il est jeune, c'est un environnement différent. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un joueur qui a des qualités. T'es pas sélectionné en équipe d'Italie aussi jeune.
si t'es nul. C'est un joueur qui a un profil différent d'Icardi. C'est aussi un joueur qui est polyvalent. Et dans le mercato, on y reviendra, mais il y a les joueurs qu'a pris Leonardo, bon, à part Icardi, c'est plutôt des joueurs polyvalents. À savoir qu'ils peuvent jouer, par exemple, latéral ou milieu, milieu ou défenseur central. Et là, en l'occurrence, pour Keane, dans l'axe, mais aussi sur les côtés. Donc ça permet malgré tout. Pour compléter ton analyse, et je te laisse continuer, Roberto Mancini, il avait rappelé en septembre avec l'Italie, et contre la Bosnie et les Pays-Bas, il avait occupé l'aile droite. Donc voilà, c'est un joueur qui est capable de jouer sur les postes d'ailier aussi. Voilà, donc ça veut dire qu'un jour il te manque Di Maria, tu peux le mettre, un jour il te manque Icardi, tu peux le mettre, il te manque Mbappé, tu peux le mettre. Voilà. Moi, je pense que ça correspond plus à un pari, entre guillemets, avec un jeune joueur qui a déjà fait des choses. Par exemple, si on le compare à Kalimundo, qui a déjà des références, qui s'est un peu raté l'année dernière, et sur qui on tente un pari, une bonne doublure, et on verra bien ce qui se passera. Voilà. Mousse, c'est vrai que voilà, Yacine nous disait, c'est c'est un joueur qui a de la polyvalence, c'est un profil différent des autres offensifs par rapport à ce qu'il y a du côté de l'armada offensive du Paris Saint-Germain. C'est aussi tenir compte, voilà, faire un peu de pragmatisme économique. Voilà, il n'a pas d'indemnité de transfert, il a un salaire moins élevé que Edinson Cavani, donc forcément, ça rentre aussi en compte quand on jugera les performances de Moise Kean. C'est pas un joueur dont on attend, comme Cavani l'année dernière, de claquer 20-25 buts. Je pense que le choix il est judicieux surtout parce qu'il est jeune et qu'il n'était pas titulaire à Everton. Donc je pense qu'il ne posera pas de problème parce qu'il n'arrive pas dans la peau d'un titulaire. Il sait que même au PSG, il va falloir qu'il se batte pour avoir sa place. Donc moi je trouve que le choix il est plutôt bon. Ça coûte 0 €. Il n'y a pas d'option d'achat. C'est un prêt sec, donc un prêt gratuit il me semble. Je ne crois pas qu'il ait été payant. Donc pour moi c'est bien parce que j'ai lu ici et là, et ça a été confirmé que l'idée première dans l'esprit de Thomas Tuchel, c'était de faire Luis Suarez du Barça. Voilà, c'était sa volonté première. Si tu fais venir quelqu'un comme Luis Suarez, ça ne peut pas être une doublure. C'est compliqué. On a vu comment ça s'est terminé avec Cavani. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt bien joué. Et puis, en plus, en termes de salaire, Moise Kean, je pense que le salaire est raisonnable comparé à ce que tu aurais pu ou dû donner à Luis Suarez. Donc moi, je trouve que c'est malin. Il y avait le choix entre faire le pari pour un prêt sur un jeune joueur ou bien prendre un joueur expérimenté. Type Dzeko, on a parlé aussi de Diego Costa, etc. Mais moi, je trouve que c'est plus difficile à gérer des attaquants des trentenaires à qui tu ne vas pas pouvoir promettre forcément un temps de jeu important, pardon. Donc moi, je trouve que c'est très, très bien, Moise Kean. Et puis, ce sera peut-être une bonne surprise. Dernière chose, il a une réputation un peu d'enfant terrible. On l'a souvent comparé à Balotelli, un joueur un peu fêtard. Il connaît très bien la capitale parce qu'il s'emmerdait dans le nord de l'Angleterre. Donc, il était très souvent à Paris et il a de la famille dans le 93. Son père a donné une interview aux Parisiens en précisant qu'il n'était pas venu pour faire du tourisme ou s'amuser, qu'il était déterminé à réussir son passage au PSG. Écoute, on croise les doigts. De toute façon, les boîtes de nuit sont fermées, donc il ne pourra pas trop sortir. Thomas Tuchel n'aura pas besoin d'être, comme il l'avait fait à son arrivée, de se mettre devant les boîtes de nuit pour recueillir les informations des videurs, etc. Ah, il faut craindre les soirées privées de Neymar et Rafinha et Verratti. Non, mais je plaisante. Ça se trouve, ça passe très bien, donc pas de souci. Ah, c'est vrai qu'il y avait plusieurs trucs sur plusieurs choses qui étaient sorties quand il était à Everton. Il y avait quelques retards d'entraînement, il y avait une soirée clandestine organisée en plein confinement, donc ça n'avait pas aidé à redorer son image. Nico, on parle d'un joueur, Moise Kean, qui a explosé lors de la saison 2016-2017, qui a explosé très jeune. Depuis, il y a eu un prêt à l'Hellas Vérone qui n'a pas forcément fonctionné. À Everton, où il n'était pas c'était pas l'Everton de cette année avec beaucoup de joueurs autour de lui pour animer l'attaque. Il s'est fait barrer par Calvert-Lewin, notamment Richarlison. Est-ce que tu penses qu'il peut arriver à être cette doublure avec Icardi et pouvoir combler quand justement il rentrera ou dans une saison, on le sait, qui sera longue pour le Paris Saint-Germain avec une 60aine de matchs à jouer? Comme Yacine, je ne suis pas devin, sinon moi aussi je serais riche. Et non, ce qui est sûr, c'est que effectivement, c'est un joueur qui a de la qualité. Il quitte la Juve parce que le club de Turin a besoin d'argent pour financer Ronaldo à l'époque. Donc sinon, je pense que c'est un joueur qu'ils auraient bien aimé garder. À Everton, il est en perdition, mais il fait presque 40 apparitions dans la saison. Donc c'est quand même aussi un joueur qui a eu l'occasion de jouer. Il a les qualités. Moi, dans mon esprit, il vient plutôt remplacer Choupo plutôt que Cavani, parce que
Pour moi, Cavani a été sorti de l'équation parce qu'on peut difficilement faire une saison avec 2 attaquants de ce standing-là. Donc, pour moi, dans l'effectif, là, où il vient vraiment prendre la place d'un Choupo-Moting. Et là, sur le papier, j'ai envie de dire que c'est quand même meilleur footballeur. Maintenant, c'est un jeune joueur qui a besoin de grandir, qui a besoin d'expérience, qui a besoin de se remettre aussi à l'endroit. Donc oui, c'est un pari. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas une option d'achat parce que du coup, ça peut l'impliquer moins si jamais les choses tournent pas bien comme il faut assez rapidement. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas justement, est-ce qu'il n'y a pas déjà une option d'achat sur ce joueur avec Turin? Et est-ce que du coup, c'était pas possible d'en mettre une deuxième? Je ne sais pas exactement, j'ai les détails de ce genre de contrat. Mais voilà, c'est le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'à terme, voilà, on se dit qu'au bout d'un an, il va repartir. Donc si ça se passe bien, bah, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. S'il commence à être impatient parce qu'il ne joue pas assez, peut-être qu'il peut lâcher un peu plus vite. C'est le seul bémol. Mais sinon, ouais, je trouve que c'est un bon petit joueur. Je suis impatient de le voir parce qu'il a de la qualité et que je suis sûr qu'il peut faire de bonnes choses. Mousse, tu voulais dire quelque chose? Oui, pour ajouter quelques détails au prêt de Moïse Kean. À la base, Moïse Kean, il voulait absolument retourner à Turin. Et en fait, les deux clubs négociaient pour un prêt, soit un prêt, je crois que c'était un prêt avec option d'achat, il me semble. Mais il n'y a pas eu d'accord en fait. Je sais pas. Je pense que le Everton voulait que le Turin prenne en charge la totalité du salaire de Moïse Kean. Je pense que ça a été refusé. Mais par contre, je pense pas que je pense que c'est peut-être Everton qui a refusé l'option d'achat au PSG. Parce que s'il explose au PSG, parce que quand tu mets une option d'achat, tu es quand même obligé de fixer un prix. Donc, je sais plus combien il l'avait acheté, Everton à Juventus. Il me semble que c'était autour des 30 27 millions d'euros. Voilà, autour des 30 millions d'euros, comme je viens de le dire. Donc, c'était difficile de mettre un prix. Mais voilà, après, lui, ce qui était sûr, c'est qu'il voulait absolument quitter Everton. Absolument. Et puis, il y avait voilà, deux clubs qui sont positionnés, la Juve et à la fin le PSG. Et puis, il a fini par atterrir au PSG parce qu'il est francophone, parce qu'il est jeune et que c'est un club qui gagne des trophées et qui joue la Ligue des Champions. Donc, le choix était logique, mais aussi, il n'y avait pas beaucoup de clubs qui s'étaient positionnés sur Moïse Kean. J'ai une question pour toi, Yacine, parce que hier, j'ai mis un tweet pour parler de l'intérêt de se faire prêter Moïse Kean. Mais dans le même temps, tu prêtes Arnaud Kalimundo, qui a montré des bonnes choses au match amicaux, et face à Lens, où il était titulaire, dans une équipe bis, hein, je rappelle, sans Neymar, Mbappé et compagnie. Tu prends un joueur sans option d'achat, et tu prêtes un jeune de son centre de formation que tu aurais pu faire progresser en jouant cette saison, en rentrant dans la rotation d'Icardi. Et au final, tu le prêtes, alors certes, dans un club de Ligue 1, donc il aura du temps de jeu, il pourra apprendre ce que c'est le haut niveau. Mais je me demande quel est l'intérêt sportif de se faire prêter un mec qui vient d'Angleterre, etc., et que tu n'as pas formé sans option d'achat, alors que tu avais un jeune, certes, qui a moins de références peut-être, qui a que 18 ans, qui vient d'intégrer le groupe pro, mais qui aurait pu tirer son épingle du jeu. Bah, je ne te demande pas de te positionner. Enfin, non. J'ai pris une sauce sur Twitter parce que j'ai osé dire ça, donc voilà, t'inquiète pas, je ne te demande pas de me défendre autre, je te demande pas du tout. à l'intérêt qu'est Limundo de le prêter à Lens. Quoi. En fait, c'est PSG, ça veut dire que les jeunes, on sait qu'ils sont exposés, très exposés. Et en fait, si tu lances un jeune et qu'il se rate, beaucoup de monde vont lui tomber dessus rapidement. Après, moi, c'est ce que j'explique souvent quand je parle avec les gens. Le problème du jeune, c'est pas qu'il soit lancé et qu'il se fasse fracasser après parce qu'il rate un match. En fait, c'est l'attitude du coach. Est-ce qu'un coach a assez de recul pour dire, quand je lance Kalimundo, par exemple, contre Angers, et qu'il rate des choses, je ne vais pas le tuer. Quand je lance un Mbesso contre Reims, est-ce que je dois lui redonner une chance pour lui montrer que ce n'est pas de sa faute? Ou est-ce que je fais comme tout le monde et je me dis, bah, tu n'as pas le niveau, tu dégages. Voilà. Bah, c'est ça le problème. Et moi, je pense que l'environnement du PSG fait que les entraîneurs, à un moment donné, n'ont pas ce courage. Et ils se disent, bah, si je lance Kean, en fait, personne ne va me dire, ouais, mais tu lances un mec, c'est un mec qui a des références, c'est un mec qui a déjà joué au plus haut niveau, c'est un mec qui a des sélections italiennes. Donc, je peux le faire. Kalimundo, si je le fais, je vais le tuer peut-être lui, mais je vais me tuer moi aussi. Et on va te dire, ouais, pourquoi tu lances un jeune qui n'a pas de référence, il a 0 match. Par contre, comme tu l'as dit, effectivement, on ne saura jamais en fait. Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'on s'extasie quand le Barça lance Ansu Fati, quand Phil Foden est lancé, quand Abraham est lancé. Là, on est tous contents. Ah, t'as vu à Chelsea, Alphonso Davies, il arrive du Canada, personne ne le connaît, et il arrive, voilà. Il explose, mais ça va évidemment. Et en fait, c'est typique de la France, c'est-à-dire que à l'étranger, les jeunes, ils sont lancés, on leur donne un peu de temps, ils brillent, et tout le monde s'extasie.
Mais par contre, tu le fais à Paris, on va te dire, ouais, mais attends, tu peux pas, t'es le PSG, tu lances pas un jeune de 18 ans qui a 32 minutes en Ligue 1, Kais Ruiz, il faut pas le lancer parce qu'il est encore trop léger, et ainsi de suite. Ok, bah donc vos joueurs, ils progressent jamais, en fait. Parce que ce qui te fait progresser, ok, l'entraînement, c'est bien, mais c'est les matchs. Donc voilà, après, je pense que c'est l'environnement du PSG qui a un problème. Et c'est malheureux quand même que Thomas Tuchel, ou qu'un entraîneur soit plus indulgent avec un joueur qui arrive en prêt d'un autre club qu'avec un jeune de ton centre de formation que tu es censé faire un jour quand même faire la passerelle et faire sortir quelques pros. On le dit tout le temps au Paris Saint-Germain. Il n'y a aucun jeune qui sort, ils sont vendus trop tôt, etc. Et quand tu as la possibilité d'en faire jouer, tu les prêtes ailleurs et tu fais venir d'autres mecs. Bon, bref, c'est un Attends, sujet où. un truc là-dessus, Hugo, s'il te plaît, 30 secondes. Il faut bien préciser, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce cas précis, Yacine, hein, sur le cas Kalimundo, parce qu'ils l'ont prolongé jusqu'en 2024, je crois. Je Oui, sais plus oui. si c'est 2024 ou Oui, 2023. oui, oui. Voilà. En fait, en gros, Kalimundo, le PSG croit beaucoup en ce joueur, mais ne pouvait pas lui donner des garanties sur le temps de jeu cette saison en particulier. Et je pense qu'en fait, l'idée, c'était de le prêter à un club qui va jouer par exemple le maintien comme Lens, même s'ils sont très bien partis, parce qu'ils sont persuadés au PSG qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu qu'à Paris, en fait, tout simplement. L'important pour eux, c'était de le faire prolonger pour pas le vendre, pour pas qu'il parte gratuitement. Après, il y a deux choses. S'il explose à Lens, imaginons, il fait une super saison avec des super stats. Il y a une option d'achat effectivement pour Lens, mais c'est au bon vouloir du PSG. C'est le PSG qui décidera si oui ou non Lens peut lever l'option d'achat. C'est-à-dire que s'il explose, bah, le PSG va le rapatrier et peut-être lui donner vraiment plus de temps de jeu la saison prochaine. S'il fait une saison où il joue beaucoup, mais avec des statistiques faméliques, ils le laisseront partir peut-être avec une petite somme, comme pour le petit Wea qui avait signé à Lille. Donc je pense que le calcul, il est plutôt intelligent pour Kalimundo. Ouais, ton avis, Nico, là-dessus. Après, non, ce qu'il faut voir, c'est que quand à Chelsea, ils lancent un Abraham, c'est qu'ils sont un peu en galère de joueurs. À Barça, si le t'as pas un Griezmann qui est aussi à la rue, il lance pas forcément non plus un jeune à ce moment-là. Il y a aussi il y a l'instant de ton effectif, de ton équipe qui va te conditionner ça. C'est difficile aujourd'hui de dire bon bah le petit Ruiz, on va compter sur lui, on va le lancer. Parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a ce côté, s'il se fracasse sur un match, comment est-ce que moi je vais le gérer derrière? Et puis on en avait déjà parlé, il y a aussi comment est-ce que lui va réagir s'il se rate. Tu as des jeunes qui ne sont pas encore à 17-18 ans, qui ne sont pas encore prêts à assumer des mauvais matchs avec les critiques que ça va engendrer, même si tu es protégé par ton entraîneur, même si tu as plein de choses. Les Kamavinga, il n'y en a pas tant que ça en Ligue 1 aujourd'hui, quoi. Des gamins aussi matures à cet âge-là. Et sur Kalimendo, moi je pense que mets-toi dans la position où Icardi se pète. Est-ce que tu envisages de faire 6 mois avec ce gamin en pointe? C'est pas possible. Aujourd'hui, à l'instant T, c'est pas possible. Avec Keane, je dis pas que c'est formidable, mais tu peux l'envisager. Donc il y a peut-être ça aussi qui joue. Et je pense qu'il progressera effectivement plus sur une année à Lens où il va avoir la chance de gagner sa place s'il est bon. Alors qu'on sait très bien que c'est à Paris, même s'il est bon, il ne gagnera pas sa place. Il ne va pas doubler Icardi, il ne va pas doubler Mbappé. Donc dans un premier temps, c'est un bon calcul. Après, effectivement, s'il devient très fort à Lens et s'il prend une nouvelle dimension, c'est ce genre de profil qu'il va falloir faire jouer à Paris. Et on l'a fait de temps en temps quand même. Rabiot, il a joué à Paris, même si on l'a beaucoup prêté. Kimpembe aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un de la filière, tout ça. C'est pas impossible de jouer à Paris, mais c'est plus difficile. Et puis, alors, je pense encore plus pour les attaquants. Juste pour l'exemple que tu as cité, et Nico, tu as tout à fait raison, parce que Mason Mount et Abraham ont été lancés dans le cadre à l'époque où Chelsea ne pouvait pas recruter pendant, je crois que c'était 18 mois, où ils avaient l'interdiction de recruter. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont lancé les jeunes. Et d'ailleurs, vu le mercato qu'a fait Chelsea là, je suis pas sûr qu'on les revoit aussi souvent, les deux petits jeunes. Voilà. Mais je peux peut-être me tromper. Ah, Hugo? Hugo, il bouge plus. On a perdu Hugo. Il a perdu Hugo. Hugo, je ne sais pas si tu nous entends, fais-nous signe, sinon je vais essayer de meubler et prendre le relais. J'attends un petit peu, Hugo. Non, mais de toute façon, juste pour Kalimundo, quand on fera le podcast sur la formation, j'expliquerai pourquoi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Là, on essaie d'expliquer rapidement, mais il y a beaucoup de choses derrière ça par rapport à la formation, par rapport à l'environnement.
Effectivement, le PSG, c'est compliqué, mais Oui, ça, on va essayer d'en faire un, ouais. vu qu'on est encore en semaine internationale. Moi, je propose qu'on passe au deuxième joueur. Je vais vous lancer. Je vais remplacer Hugo le temps qu'il revienne. Donc là, on a fait un peu le tour sur Moïse Kean. Le deuxième joueur à arriver, alors ça, c'est un profil qu'on attend depuis très très longtemps. C'est le Portugais Danilo Pereira, en provenance du FC Porto. Un véritable milieu défensif. 1,88 m, Yacine. C'est en effet, tu l'avais dit dans le papier, hein, c'était le portrait robot de milieu qu'avait décrit Leonardo, de la taille et aussi beaucoup d'expérience. Mais tu vois, c'est pareil. Quand tu parles de Danilo Pereira, donc tu décris, tu dis ça correspond au profil que Leonardo avait décrit et recherché. Et là, il y a des mecs qui te disent ah ouais, mais s'il a joué à Porto jusqu'à 29 ans, est-ce que c'est un joueur de haut niveau? Tu vois? En fait, il y a toujours des choses. Il a été convoité par le PSG déjà sous Antero Henrique. Ouais. Je crois qu'aussi Monaco à l'époque cherchait à le faire aussi, mais il n'a jamais quitté Porto. Mais ça ne veut pas dire que Voilà. c'est un mauvais joueur. C'est un international portugais, Que Porto est un grand club, hein. C'est un déjà. club de quartier, hein. C'est un international portugais qui fait partie du groupe qui a été champion d'Europe. Voilà, je pense que c'est aujourd'hui, en fait, par rapport à toutes les recrues qu'il y a eu au PSG depuis quelques années au milieu, c'est enfin le profil que Paris n'avait pas. Voilà, ça, c'est sûr. Le devant la défense, costaud, très bon jeu de tête, bonne frappe de balle, bonne qualité technique, mais la vraie sentinelle, alors, dans la situation, on va dire, tactique de Thiago Motta, sans être Thiago Motta. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas Thiago Motta. J'avais dit au début, j'ai Voilà. dit surtout pas comparer les deux. Voilà. Mais le joueur. Ouais. Excusez-moi, j'ai eu une sauce, mon ordi a complètement planté et il s'est éteint, donc désolé, je suis Je veux dire, voilà, on a clos le débat Moïse Kean et là j'avais lancé Yacine sur Danilo Pereira. Donc je te laisse reprendre le podcast. Effectivement, désolé pour ce petit contretemps technique. Attardons-nous donc, comme Mousse, tu l'as dit, sur l'autre recrue et au milieu de terrain et ô combien importante que l'on attendait depuis un certain temps. Cette fameuse sentinelle, donc Danilo Pereira, qui arrive en provenance de Porto, 29 ans, international portugais, 39 sélections, vainqueur de l'Euro 2016 hein, avec le Portugal, 202 matchs avec donc le club de Porto. Il était au club depuis 2015. Yacine, tu vas nous détailler donc son profil puisque tu étais lancé dessus. Donc c'est un milieu avec de la taille, un gabarit imposant, 1,88 m, 83 kg. On disait Leonardo voulait un milieu avec des centimètres, de la taille, mais aussi c'est un joueur qui n'a pas que ça, qui a aussi une intelligence de jeu, une qualité de passe qui pourra servir au Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, c'est vraiment son poste sentinelle dans un milieu à 3 devant la défense. Voilà, et en fait, bon, moi j'avais fait déjà les descriptions, donc le désolé, truc, c'est le vrai problème, c'est quoi? C'est en vérité, dans quel système va jouer Tourelle? Parce que, évidemment, que Danilo Pereira est plus à l'aise en point de basse d'un milieu à 3. Il peut jouer à 2, mais il est plus à l'aise. Maintenant, ça pose le problème de savoir que tu as aujourd'hui 5 milieux de terrain, que tu es parti pour jouer à 2 très souvent. Donc, avec qui, comment, etc. Même s'il y a une particularité cette saison, c'est que les matchs sont vraiment très rapprochés parce qu'ils ont démarré tard, etc. Et donc, il va y avoir beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner. Donc, quoi qu'il arrive, personne ne fera tous les matchs, enchaînera tous les matchs comme d'habitude. Donc, ça va tourner. Mais ça fait beaucoup de milieux de terrain. Et c'est vrai que lui, il a un avantage sur les autres, c'est qu'il est complètement différent dans le profil. Donc, quelque part, c'est le profil que Paris attendait. Donc, on se dit presque que maintenant, il y aura lui, et puis après, il y aura les autres. Ouais, c'est vrai Nico, il a un profil différent des autres. Et puis voilà, c'était la pierre angulaire de Porto. C'est un joueur d'expérience qui peut amener vraiment ce qui manquait au Paris Saint-Germain. Donc, on peut penser aussi peut-être que Tourelle va revoir ses plans, ce 4-4-2 et peut-être passer au 4-3-3. Qui, on le sait, en plus, Tourelle n'est pas fan du 4-4-2 par rapport à l'équilibre de son équipe. Donc, peut-être que là, il pourra dire en gros, maintenant, voilà, j'ai le joueur qu'il faut et je repasse en 4-3-3 avec Danilo Pereira devant la défense. Ouais. Ou alors il va mettre Danilo en défense et remonter Marquinhos au milieu. Hein. C'est possible avec lui. Tu peux éviter de lui donner des idées, s'il te plaît. Après, non, c'est vrai que c'est un joueur intéressant. Alors, comme le disait Yacine, c'est vrai que dès qu'on parle d'un joueur qui vient de Porto, c'est tout de suite, il a 29 ans, qu'est-ce qu'il fait encore là-bas? Il n'est pas bon. C'est sûr qu'au PSG, quand tu écoutes un peu les commentaires, quand on signe un joueur, que ce soit un Busquets, soit un Thiago Alcantara, et tout le reste, ça vaut rien. Donc aujourd'hui, c'est comme le dit Yacine, un profil qui manquait. On a beaucoup parlé de Bakayoko dans ce mercato. Alors,
Alors, physiquement, ça y ressemble, hein, c'est des gros bébés, c'est costaud, c'est de la taille, ça va faire énormément bien au PSG. S'il joue en sentinelle, je suis d'accord, il sera nettement meilleur que dans un milieu à deux parce qu'il n'est pas très rapide, donc il sera mieux en sentinelle, mais ça va faire du bien. Et puis surtout, ça va offrir encore une fois des nouvelles possibilités tactiques. Voilà, tu commences à avoir vraiment un large choix au milieu. On en parlera en plus de Rafinha qui arrive en plus là-dedans. Donc, tu as quand même aujourd'hui pour Tourelle une vraie palette de profils différents. Il y a quand même logiquement de quoi faire une équipe qui tourne bien dans ce secteur du jeu, qui est un des problèmes du PSG quand même depuis maintenant quelques saisons. Depuis que Thiago Motta est parti, ça tourne moins bien, hein. Donc, ça va faire du bien. Ouais, moi, je pense que c'est une bonne recrue en tout cas. Mousse, en plus pour l'indemnité de transfert, 4 millions après payant et puis 16 millions d'euros l'option d'achat, on va dire, si le PSG finit dans les 2 premières places du classement. Donc autant dire elle sera facilement levée. Celle-là, en tout cas, avec les bonus de Rafinha. Qu'est-ce que tu penses, toi, du transfert, en tout cas, qui est déjà revenu au Paris Saint-Germain? On en a déjà parlé à d'autres mercatos, mais qui a fini par se faire. Est-ce que tu penses que c'est le bon profil qui manquait au milieu de terrain? Le bon profil, ça c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, c'est un bon joueur et c'est le. En tout cas, ça fait longtemps que nous on cherche un profil de joueur qui va jouer vraiment en point de base, donc devant la défense dans un milieu à 3. C'est exactement le profil de Danilo Pereira. Donc moi là-dessus, je suis plutôt content. J'ai lu ici et là qu'il avait des genoux un peu en vrac. Je ne sais pas si Yacine pourra confirmer. On parle aussi voilà, d'une petite fragilité physique. Peut-être Il que a, c'est derrière lui, hein. il a une blessure au genou qu'il a écarté le terrain pendant un mois là, en début de saison. Mais voilà, il a Après, des blessures au genou. Ouais. Et juste une voilà. précision sur les blessures. Alors, sur les blessures, c'est pas du tout un joueur fragile, parce que je crois qu'à part un tendon d'Achille qu'il avait écarté des terrains 6 mois, c'est un joueur qui s'est jamais blessé longuement pour le moment, hein. Il s'est jamais fait de croisé, donc il n'est pas si fragile que ça, hein. C'est pour ça que je posais la question, parce que j'arrête pas de lire, ouais, il a les genoux en vrac et tout. Moi, je Non, connais non, non. très, très bien le joueur, donc je vais pas m'avancer. Par contre, sur le transfert, moi, je vous le dis, c'est très, très bizarre ce transfert. Très bizarre. Il est capitaine du FC Porto, titulaire indiscutable, il a 29 ans. Même à 29 ans, 20 millions, moi, je trouve que c'est un transfert qui interroge. Quand on sait qui est derrière le transfert, et c'est Jorge Mendes, normalement, qui n'est pas son agent, hein. Je ne sais pas. Jorge Mendes, ça fait quelques années qu'il essaye de placer ses joueurs au Paris Saint-Germain. Il a sans succès. Euh, Sous Antero Henrique, il a essayé. Les deux hommes étaient en froid depuis l'époque de Porto, donc Antero Henrique avait fermé la porte à Jorge Mendes. Et j'ai l'impression que là, il cherche à revenir par la fenêtre. Et je sais qu'il a joué un rôle dans ce transfert. Mais le prix est inespéré, c'est vraiment pas cher. Enfin, si tu l'obtiens à 20 millions d'euros pour un joueur de son expérience et de sa qualité, c'est quand même incroyable. Pour la partie sportive, euh, moi, je m'interroge sur Icardi en fait. Parce que je me dis, Thomas Tuchel n'a plus rien à perdre. Il est sur un fil, il est sur le fil du rasoir. Il sait que de toute façon, il ne sera pas renouvelé. On sait qu'il n'a jamais eu d'affection particulière pour Mauro Icardi, en tout cas sportivement, je parle. Donc je me dis, si vraiment t'installes Danilo devant la défense sur un milieu à 3, Verratti étant quasiment indispensable et très aimé de Thomas Tuchel, il faudra juste trouver le troisième larron. Mais effectivement, devant, tu n'auras plus de place pour Icardi. Donc je me dis, est-ce que Icardi ne va pas être laissé sur le banc? Je parle des gros matchs, parce que tout à l'heure, Yacine disait qu'avec la multiplicité des matchs, évidemment que tout le monde va pouvoir jouer. Mais tu sais aussi bien que moi, Yacine, que les joueurs, ce qu'ils veulent jouer en premier, c'est les gros matchs. C'est-à-dire les gros matchs de Ligue 1, parce qu'en Ligue 1, c'est pas terrible, et vraiment et surtout la Ligue des Champions. Donc ça va être un vrai casse-tête pour Thomas Tuchel de monter un 11 type. Là, il y a encore la suspension de comment il s'appelle, Di Maria, encore pour 3 matchs, je crois. Donc là, il va pouvoir se débrouiller. Mais après, quand il aura son effectif au complet, c'est vrai que moi, je m'interroge comment il va articuler tout ça. Ça va être compliqué. Et pour revenir sur le transfert de Danilo Pereira, même Sergio Conceição, l'entraîneur de Porto qu'on a connu à Nantes en Ligue 1, était surpris du départ du joueur qu'il a appris alors qu'il était déjà dans l'avion limite. Donc c'est vrai qu'à mon avis, il y a des choses un peu louches dans le transfert de Danilo Pereira. Je creuse, Hugo, je creuse. T'inquiète. Et tu nous donneras les infos dans le prochain podcast. Parlons du dernier joueur arrivé, la surprise du chef, tiré du chapeau, parce que même tous les médias, on va dire, avaient annoncé
pas à Paris United, mais d'autres avaient annoncé que vers 20h, je crois, que le mercato du PSG était terminé, même à 18h, je crois. Ah, 18h, à 18h. 18h, voilà, ça, 18h que le mercato du PSG était terminé. Mais Leonardo, à mon avis, a voulu tranquillement boucler cette arrivée parce que peut-être elle n'était pas sûre aussi de se faire compte tenu du temps qui restait. Mais c'est l'ami Rafinha, donc le frère de Thiago Alcantara, c'est Rafinha Alcantara, qui était au FC Barcelone, prêté au Celta Vigo la saison dernière. Il est arrivé libre, hein, il a réussi à trouver un accord avec Barcelone pour résilier son contrat. Donc je le disais, avec une éventuelle revente de 35% sur un futur transfert, mais comme tu le disais dans un tweet, Nico, le PSG n'a pas tendance à beaucoup à bien vendre, donc à mon avis, ils ne toucheront pas grand-chose. Il est international brésilien depuis 2015. Il avait gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 avec Neymar et Marquinhos, donc il retrouve des joueurs qu'il connaît, notamment aussi Mauro Icardi. On est à Barcelone. Ouais. Il était avec Mauro Icardi à l'Inter Milan, où il était le meneur de jeu derrière l'attaquant argentin. Et il avait joué évidemment à Barcelone avec Neymar. Yacine, j'ai vu plusieurs tweets de toi dubitatifs sur son arrivée. Tu étais un peu circonspect par l'arrivée du joueur et son profil, en tout cas, ce qu'il peut apporter au PSG. Je te laisse commencer sur lui. Bah, en fait, oui, parce que déjà, c'est un joueur polyvalent, encore une fois. On précise, ouais. Il peut jouer 8, 10, voire même sur les côtés, mais c'est plus un 8-10, voilà. Voilà. Et gardien de but. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait un 6e milieu de terrain, si tu joues à 3, parce que c'est vraiment le profil du 3e milieu de terrain, là. Ou dans la ligne de 3, devant, ou 4, en sachant que tu as encore Draxler et Sarabia qui sont toujours au club. Donc ça fait un joueur de plus, alors polyvalent, qui peut jouer partout, voilà. Quand je disais ça, en fait, c'est, encore une fois, à l'inverse du joueur acheté 100 millions dont on ne sait pas s'il va être bon chez toi, évidemment que je ne sais pas si Rafinha va être bon au PSG, je lui souhaite. Le seul truc, c'est que c'est un joueur qui était à Barcelone. Barcelone, ça fait un petit moment qu'ils sont en difficulté, que ce soit au niveau de l'effectif, que ce soit au niveau des résultats. Et malgré tout, ils l'ont prêté 3 ans de suite. Donc, moi, je veux bien qu'on m'explique que c'est un phénomène, que c'est un super joueur, que c'est un extraterrestre. Alors pourquoi Barcelone l'a prêté 3 ans de suite? Je peux te couper 2 secondes, Yacine, je te donne un autre exemple. C'est pareil pour Coutinho. Ils l'ont prêté à chaque fois, ils l'ont acheté parce que lui, il est formé à Barcelone. Oui. Il a coûté 0, Rafinha. Oui. Il a fait toutes ses gammes à Barcelone. Hein, ça faisait 14 saisons qu'il était en Catalogne. Oui. Il est rentré au centre de formation à seulement 13 ans. Il a évolué dans toutes les catégories jeunes du club avant ses débuts avec Pep Guardiola. Juste pour finir sur l'exemple, et Coutinho, tu vois, il a réussi quand même à Barcelone, c'était pas non plus complètement foiré. Ça reste quand même un très bon joueur. Donc, c'est pas parce qu'un club prête un joueur que forcément son niveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est surtout que Barcelone a accumulé les joueurs et qu'il y a un moment, même des joueurs à plus de 100 millions, tu arrives à faire de la place, comme Dembélé. Sauf que il y en a un qui est prêté au Bayern et l'autre qui est prêté au Celta Vigo. Donc moi, bien sûr. Ah non, mais bien sûr. Voilà, il y a ça aussi. Celta, la saison dernière, il a joué plus de 25 matchs. Il a joué 30 matchs avec le Celta Vigo la saison dernière. Et qu'apparemment, il n'a pas été si dégueulasse que ça, comme tu aimes bien le dire, tu vois. Non, mais je comprends, mais en fait, le truc, c'est que c'est toujours pareil. Moi, je veux bien, si demain, tu vois, on va prendre l'exemple de Gay. Gay, il était bon à Everton, dans un Everton moyen. Voilà, ok. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, en fait. Celta Vigo, c'est quand même pas un top 5 espagnol, c'est pas l'équipe qui fait rêver en Espagne. Yacine, Rafinha, il peut aussi être très bon au PSG, parce qu'autour de lui, il y a des joueurs c'est ce que je dis. Donc, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, sur son passé, moi, j'ai des doutes. Sur les matchs que j'ai vus, je ne sais pas non plus le joueur qui m'a marqué en me disant tiens, ce serait super si tel club l'achetait ou tel club l'achetait. Mais effectivement, dans un bon environnement, et il vient, on sait que c'est un ami de Neymar, etc. Dans un club qui joue au foot, avec des bons joueurs autour de lui, évidemment qu'il n'y a rien qui est écrit en disant il n'a pas été bon depuis 3 ans, enfin pas exceptionnel depuis 3 ans, et il ne va pas être exceptionnel au PSG. Si ça se trouve, il va s'éclater, et il va exploser, et il va faire des matchs de fou. Évidemment. Moi, je dis ce que j'ai vu aujourd'hui et les doutes que j'ai par rapport à tout ça. Voilà. Celta Vigo, je rappelle, hein, qui s'est sauvé à la dernière journée, qui a terminé 17e à 1 point de la relégation en deuxième division espagnole. Juste quand je dis des fois sur mes tweets et tout, entre nous, il est claqué et tout, c'est bon, j'exagère un peu. Dégueulasse, tu dis. Ouais, dégueulasse, mais j'exagère toujours un peu. Mais... Vous savez bien que c'est le mot favori de Yacine, dégueulasse. Ouais. On entend 3 fois par podcast. Nico, sur l'arrivée de Rafinha, on le disait, c'est un joueur qui a été pas mal prêté. Il a 27 ans maintenant.
Il a commencé sous Pep Guardiola, hein, c'est là qu'il s'est un peu révélé avec plusieurs joueurs, notamment Messi. Il était avec des Xavi, Iniesta, etc. Comment tu juges toi son arrivée par rapport à ce qu'il peut apporter au milieu de terrain? On peut penser qu'il remplaçait numériquement un Julian Draxler, mais qui n'est pas parti. Il va falloir qu'il trouve sa place dans l'effectif. Est-ce qu'il sera dans ce milieu à 3? Est-ce qu'il évoluera peut-être sur les ailes? Il y a beaucoup de questions qui se posent en tout cas sur dans quel poste il pourra jouer au Paris Saint-Germain. Ouais, j'ai plus l'impression qu'il vient doubler le poste de Verratti, parce qu'ils ont. C'était un peu ce qui manquait aussi dans ce milieu du PSG, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de créateurs. On le voit, hein, à part Verratti aujourd'hui, qui est capable d'envoyer un attaquant sur orbite, il n'y en a pas énormément. Donc, comment? Paredes aussi, il est capable de le faire, Paredes. Ouais, mais Paredes, ouais, sur de la passe longue, Paredes, un peu plus, mais disons que moi, ce qui me gêne sur Rafinha, c'est pas le fait d'avoir mis un nouveau milieu dans cet effectif, parce que ça me choque pas ça. Mais par contre, c'est son profil à lui. Alors, on parlait tout à l'heure des problèmes soi-disant physiques de Danilo. Pour le coup, il n'y en a pas. Là, je suis étonné que vous n'en parliez pas. C'est que Rafinha, lui, alors, je vais le dire, il est claqué physiquement. Je me suis amusé ce matin, là. Je me suis un peu amusé à regarder ses absences. En 6 ans, donc 3 grosses blessures, hein, il s'est fait 3 fois les genoux, 2 fois les croisés, une fois un. C'est 822 matchs absents depuis le début. Il a manqué 822 matchs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est Docteur Puravo qui parle, attention. Hein. Ouais, alors d'ailleurs, non, 822 jours, pardon. De quoi je m'embrouille avec vos bêtises. Parce que 822 aussi, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Non, mais alors, 822 jours, juste pour vous donner un ordre d'idée, parce que je me suis dit, putain, ça fait beaucoup ou pas? Du coup, je me suis dit, c'est qui les mecs les plus claqués qu'on connaît depuis quelques temps? Alors, je me suis dit d'abord Gourcuff. Tiens, c'est facile, mais tiens, a priori, c'est lui. Gourcuff, 684 matchs sur la même période. Alors, ils ont un an de décalage. Jour. Ouais, excusez-moi encore. Et puis après, je dis, au PSG, on avait qui était super, mais qui se pétait tout le temps? Ah bah, je vais regarder mon Javier Pastore. 673 jours. Donc, à l'arrivée, c'est un mec qui est quand même tout le temps à l'infirmerie. Donc, il y a quand même une vraie interrogation sur cet aspect physique. Après, sur le niveau du footballeur, bon, un mec qui a été formé au Barça, moi, je pars du principe qu'il sait jouer au ballon, il n'y a pas de souci. Après, je n'ai pas trop suivi le Celta Vigo ces dernières années, donc je n'ai pas vu ses matchs, je ne vais pas vous mentir. Mais je pense qu'il a du ballon dans un contexte qui va être favorable autour de lui. Oui, il va être bon. Par contre, est-ce qu'il va t'apporter physiquement ce qui te manque? Moi, j'ai une vraie interrogation par rapport à ça. Après, Nico, je ne pense pas qu'il va jouer 50 matchs dans la saison. Donc, je pense que. A priori, il n'y a aucune chance, de toute façon. Ils sont conscients de son état physique, je pense. Et après, il va falloir l'utiliser intelligemment et avec parcimonie. De toute façon, avec la concurrence qu'il y a au milieu, comme vous l'avez si bien dit tous les deux, voilà, je ne vois pas faire 40 matchs dans l'année. Il va peut-être dépanner pour les matchs d'avant Ligue des Champions, après Ligue des Champions, peut-être aussi en Ligue des Champions pour rentrer en fin de match, remplacer un créatif qui joue devant. Donc voilà, après, on n'a pas pris beaucoup de risques, hein. C'est zéro. Après, il faudra essayer de deviner ou trouver le salaire que va gagner Rafinha au Paris Saint-Germain. Après, Leonardo, c'est pas Antero Henrique en termes de salaire, hein. Voilà, c'est pas les portes ouvertes avec Leonardo. Quand on voit Juan Bernat, comment c'est compliqué la prolongation, on se dit qu'il est tenace sur les salaires, l'ami Leonardo. Après, juste pour finir sur Rafinha, c'est parfaitement l'opportunité de marché de fin de mercato. C'est-à-dire, bon joueur, il y a quelque chose, ça coûte 0, on le tente, on verra bien. Si tu te foires, c'est pas là qu'on va te dire, tu vois, c'est pas un Krikoviak que tu as acheté 35 et qui a jamais fait un bon match, quoi. Barcelone avait vraiment besoin d'évacuer des joueurs pour économiser des salaires parce que il arrive libre. C'est juste des primes sur objectif. Ouais. Donc, ils ont fait la même chose avec Luis Suarez. Et là, ils ont fait la même chose avec Rafinha. Mais ça ne leur a même pas permis de faire finalement, malgré tout, comment ça s'appelle, Memphis Depay. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, il était conditionné au départ lié au départ de Dembélé à Manchester United, ce qui ne s'est pas fait. Donc, au final, Memphis Depay reste à Lyon. Et le jeu de chaise musicale, Islam Slimani, qui devait venir à Lyon, ne vient pas pour cause de transfert avorté. J'ai une dernière info mercato. Sachez que le PSG a tout fait jusqu'à minuit hier, mais je n'ai pas l'identité du joueur, pour faire un défenseur central. Téléfoot avait sorti une info en parlant de Socratis. Moi, hier matin, en fin de matinée, pardon, j'ai tweeté en disant que le mercato n'était pas fini et qu'ils étaient sur un joueur. Moi, je pensais effectivement à un défenseur central. Et je crois que c'était vendredi.
À partir de vendredi, ça a négocié pour Socratis. Il y a eu des demandes. Et on m'a dit qu'en fait, pour Rudiger, jamais Leonardo n'a eu l'intention de faire Rudiger de Chelsea. Et il y avait une piste pour Socratis et un autre défenseur central. Ils ont essayé hier jusqu'à la dernière minute. Ça n'a pas pu se faire. Mais il y aurait pu aussi avoir un défenseur central. Je pense que mercato hivernal aussi, il y aura quelques mouvements, sans doute des départs et peut-être encore peut-être une arrivée dans ce secteur-là. Mais pour une arrivée de Socratis, je pense voilà, c'est quand même mieux que ça ne soit pas fait quand même. Parce que pour avoir vu les matchs de Socratis avec Arsenal. Aussi, ouais. Je pense que la saison s'annonce belle parce que si tu rates Socratis pour un truc comme ça, franchement, c'est qu'on a vraiment de la chance en ce moment. Comme quoi, des fois, les dernières journées sont plutôt à l'avantage de certains clubs quand tu arrives à pas boucler ce genre de transfert. On a terminé, je pense, sur le mercato. On a fait le bilan complet des nouvelles arrivées au Paris. Attends, je peux juste termine, c'est pas sur le mercato, c'est par rapport à tout ça. Vas-y. Désormais, Thomas Nourel n'a quand même plus d'excuses par rapport à l'effectif. Il a plus d'excuses pour amener quelque chose au collectif. Il a plus d'excuses dans les profils pour faire jouer son équipe. Donc maintenant, j'ai envie de lui dire juste travaille et montre-nous que tu es un entraîneur, quoi. Oui, là on est d'accord, hein, Nico, Mousse. Nico, vas-y, je me tourne vers toi. C'est vrai que là, Leonardo, il lui a donné les joueurs dont il avait besoin, parce qu'on l'a entendu beaucoup se plaindre, notamment le dernier match contre Angers. On a plus parlé de la sortie après de Thomas Tourel et de Leonardo que vraiment du résultat. Voilà, maintenant il a un effectif plutôt complet, numériquement remplacé, on va dire, par rapport à tout ce qu'on dit depuis le début du podcast. À lui de faire ses preuves maintenant avec l'effectif qu'il a. Nico, vas-y. Ah, excuse-moi. Oui, bah, c'est ce que je te dis tout à l'heure. Il a une vraie palette de joueurs dans toutes les lignes. Et donc maintenant, effectivement, on a envie de voir cette équipe avec des projets de jeu, avec des schémas, avec des circuits de passe, avec de la cohérence, avec des idées. Bon, c'est sympa de voir Neymar et Mbappé faire les différences, mais on attend plus. Forcément, on attend plus. Et puis surtout, on l'a vu un petit peu quand même avant la trêve l'an dernier. Moi, je trouve que cette équipe, elle tournait pas mal en novembre-décembre. On commençait vraiment à voir avec les 4-2 devant voilà, il y avait quand même quelque chose qui se mettait en place. Et puis, bah, la trêve hivernale a complètement stoppé cette progression. On a des joueurs qui se restent dans leur zone, dans leur poste. Il y a plus trop de, il y a plus d'inspiration à part les 2-3 de devant. Et c'est là où on va attendre Tourelle. Ouais. Et puis, pour le coup, il les a maintenant, les joueurs. Donc, il a des solutions, au milieu surtout. Donc, ouais, et plus d'excuses. Plus d'excuses. Maintenant, bon, on sait que dans 10 mois, il quitte le PSG. Donc, ça va jouer aussi. Hein. Est-ce qu'on a un entraîneur qui est dans les bonnes dispositions pour faire progresser une équipe dont il sait qu'il ne sera plus entraîneur dans quelques mois? C'est encore une situation un petit peu bancale quand même. Hein. Mousse, tu veux terminer sur Tourelle? Ouais, bon, bah, comme mes deux camarades, hein, il a du matériel, il a des postes doublés, voire triplés. Alors, c'est peut-être pas les joueurs dont il rêvait, mais en tout cas, Leonardo a répondu. Dès le départ, il avait dit qu'il voulait un défenseur central. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Je rigole. J'allais dire, quand on voit de qui il rêvait. Ah oui. Sacré rêve, Rudiger, sacré rêve. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il a peut-être lui donné des noms et Leonardo, lui, parlait plus de profil et lui a ramené ce qu'il pouvait. Mais en tout cas, à part le défenseur central, il a tout ce qu'il faut, l'ami Tuchel. Donc nous, ce qu'on ne veut plus entendre en conférence de presse, c'est la fameuse phrase, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, ça c'est fini. C'est possible, tu as des joueurs, mon ami. Ah, il faut y aller. Donc, il n'a plus le droit de se plaindre, il n'a plus le droit de chouiner. Maintenant, s'il y a un faux pas en Ligue des Champions, je rappelle qu'on démarre face à Manchester, donc c'est le débat après, mais on démarre face à Manchester au Parc. Imaginons que les 2 premiers matchs se passent mal et que tu perds des points. Voilà. Je vous le dis, hein, il est sur le fil du rasoir. On a vu l'article qu'a sorti RMC en expliquant que Nasser était tellement énervé vendredi soir qu'il n'est même pas passé par les vestiaires alors qu'il y passe toujours. Donc, je pense qu'il ne s'est pas encore digéré au niveau de la direction. Donc, il faut qu'il fasse attention maintenant, parce qu'il a vraiment un effectif qui franchement, vous pouvez regarder les autres effectifs en Europe des gros clubs, on est plutôt pas mal.
il peut plus se plaindre maintenant, en tout cas. Et prochain rendez-vous, hein, ça sera contre. Là, il y a la trêve internationale. Prochain rendez-vous contre Nîmes, le vendredi 16 octobre à 21h, donc au stade des Crocos, au stade des Costières. Et puis, comme tu le disais, le premier match de Ligue des Champions, ce sera le mardi 20 octobre hein, contre la réception de Manchester United au Parc des Princes. Et justement, venons-en-y, pardon, à la Ligue des Champions. Et ce tirage au sort- Venez-en-y, c'est bien aussi. Steven Venozanzi. venons Nzonzi. Voilà. Groupe H, voilà, le groupe H pour Hugo, comme par hasard, pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc, tirage de la poule avec Manchester United, Leipzig et Istanbul Başakşehir. Alors, je vais commencer avec toi, Yacine. Bon ou mauvais tirage par rapport aux autres groupes et aux autres poules? Alors, j'avais vu un tweet qui était assez marrant, je crois que c'était Maxime sur Twitter qui disait, Maxime GRT, qui disait l'impression que la poule du Paris Saint-Germain, c'est quand tu vas dans une soirée et tu vois que tes ex. Donc, avec Leipzig et Manchester United. Voilà, donc c'est pas forcément toujours bonne soirée. En fait, je trouve que les poules de Rennes et Marseille, elles sont plus faciles que celles du PSG, alors qu'ils étaient chapeau 4. Je vous donne les poules, hein, si vous voulez, le groupe C, hein, Porto, Manchester City, Olympiakos, Marseille, et le groupe de Rennes, le groupe E, Séville, Chelsea, Krasnodar et Rennes. Porto, Manchester City, Yacine, quand même. Hein. Franchement, tu me dis que c'est plus facile que Paris, je sais pas. Hein. T'as vu jouer Manchester City là ou pas? Manchester City, oui, mais t'as vu jouer Marseille? Vous avez eu Manchester United? Je parle pas de Marseille, moi je parle des équipes qui composent le groupe. Non, mais d'accord, mais est-ce que Marseille, le niveau de jeu de Marseille peut inquiéter Porto, peut inquiéter Manchester City? Non, je parle pas par rapport aux équipes françaises. Elles sont pas au-dessus des équipes dans leur groupe. Je parle que si toi, tu es avec Porto, Manchester City et Paris, c'était dans ce groupe-là. C'est plus facile que. Mais on ne raisonne pas comme ça. Mais si, parce que Paris est tête de série, c'est pour ça que je disais ça. Ouais, bon, alors, revenons-en, allez, sur le tirage. Pour moi, c'est un groupe largement jouable. Sur Manchester, alors on en a parlé avec Mousse. Évidemment que j'avais dit la défense c'est une catastrophe et je crois que ce week-end tout le monde a pu le vérifier. J'ai pas inventé. En plus, eux, ils ont recruté un attaquant plutôt qu'un défenseur. Yacine, rappelle le prix de Maguire. 70, je crois. Non, 87 millions. 87, ouais. Donc, bon, honnêtement, Paris, s'ils jouent à leur niveau, sérieusement, Manchester, c'est réglé. En sachant que ce sera peut-être pas Solskjaer. Normalement, le PSG, quand il joue Manchester, l'entraîneur, il change juste avant. Puisque je rappelle que c'était Mourinho l'année où Paris devait jouer Manchester et qu'il y a eu Solskjaer juste après. À mon avis, Solskjaer, lui aussi, il est sur un fil de rasoir. Donc voilà, Manchester City. Après, il est pas aidé par des mecs comme Luke Shaw qui ont un indice de masse corporelle, on va dire, en même temps, supérieur limite à Ressé qu'on a au PSG. Donc, ouais, mais en même temps, quand tu recrutes que devant et que derrière, tu mets. Ils ont recruté Alex Telles, le défenseur de Porto, justement, oui, remplacer Luke Shaw. Donc voilà, après Leipzig, moi je l'ai dit, je pense que ce ne sera pas le Leipzig de la demi-finale, parce qu'ils auront pris en expérience, parce que c'est en phase de groupe et que c'est totalement différent. C'est une équipe qui jouera sûrement beaucoup plus haut, avec une autre intensité. Parce que la demi-finale c'était tout sur un match, donc effectivement quand on n'a jamais joué, il y a une gestion qui est différente. Et puis Başakşehir, c'est un peu l'inconnu sans être inconnu. Il y a quelques joueurs qui sont passés par la Ligue 1 comme Crivelli, comme Mbaba, Mbaba, Martin Skrtel. Voilà. Donc voilà, après c'est une équipe qui a été un peu la surprise en Turquie cette année. C'est pas une équipe qui doit te poser des problèmes. Voilà, si tu es sérieux, à la 4e journée, tu es qualifié et puis c'est tout, quoi. Mousse, sur le tirage du Paris Saint-Germain par rapport même aux autres, comment tu le... Moi, je trouve qu'il est... Moi, ça me rappelle un peu la poule de l'année dernière, quoi, en fait. Hein. C'est pas... Je suis un peu d'accord avec Yacine là-dessus. Je suis pas très inquiet sur cette poule-là. Peut-être Leipzig, parce que Yacine a raison, c'est un match aller-retour, c'est des phases de poule, donc ils vont pouvoir jouer avec leur arme et cette agressivité, le fait qu'ils jouent super haut, etc. Alors qu'en demi-finale, ils s'étaient un peu reniés, puis ils n'avaient pas voulu prendre trop de risques. Donc je pense que ça sera une autre paire de manches, surtout à Leipzig. Bon, après, on est encore dans un contexte particulier, donc normalement, il n'y aura pas de public.
En tout cas, pendant la phase de poule, je crois que l'UEFA a indiqué qu'il n'y a même pas de jauge, hein, il me semble. Hein. Si, c'est ça 30%. Ah, Ouais. 30%, pardon. Voilà, 30%, mais bon, c'est pas grand-chose, il y aura un peu de public. Manchester, je suis assez d'accord. C'est bien de prendre Manchester maintenant parce que c'est vrai que tu as précisé qu'Alex Telles venait de signer. Tu as oublié aussi de dire qu'il y a Edinson Cavani qui a rejoint Manchester United. Je pense que Cavani, je ne sais pas s'il sera prêt pour jouer contre Paris parce il s'est arrêté depuis le mois de mars et que même s'il s'est entretenu physiquement, il a l'air très très fit. Il n'y a rien qui remplace les entraînements collectifs et les matchs. Donc, ça va être un peu juste. Donc, c'est bien de les prendre tout de suite. Peut-être qu'au match retour, ça sera un Manchester différent et peut-être un peu plus difficile à battre avec leur nouvelle recrue. Puis, comme l'a dit Yacine, peut-être avec un nouveau coach. Je rappelle qu'Allegri, à un moment aussi, était pressenti du côté de Manchester United. Vu là-bas, j'allais dire un gros mot. Alors, j'allais prononcer le mot qui commençait en B, qui finit en E. Vu ce qu'ils ont pris contre ce week-end en Première Ligue, c'est vrai qu'un coach comme Allegri, ça peut leur faire du bien pour amener un peu ce sérieux défensif, je vais dire. Donc, pour moi, ça va, pas de problème. Il faut finir premier comme ça, enfin, il faut finir premier surtout pour pouvoir recevoir lors des huitièmes. Normalement, ça devrait le faire, je pense. Après, pour revenir vers toi, Nico, tu dis apporter de la rigueur défensive, mais si tu as Maguire et Lindelof, tu peux faire ce que tu veux, ça sera toujours les mêmes joueurs. Donc, tu peux leur donner des consignes et il y aura les mêmes trous. Parce que franchement, Nico, je pense que. Changer de système, tu vois. Oui, pour les renforcer au moins défensivement. Mais je pense, Nico, tu as vu la raclée qu'a mis Tottenham à Manchester United. La défense qui a pris complètement l'eau avec. Non, mais l'action, quand même, elle est. Revenons-y. On dit revenons-en-y. Alors, putain, j'ai du mal avec ce mot aujourd'hui. Revenons-en-y. Ouais, revenons-en-y sur l'action du but de. En plus, il le dit, hein, tu vois. Mais Ah non, ouais, c'est pas vrai. je sais pas pourquoi je le dis, mais. Non, sur le but que met Tottenham, le deuxième but, là, ce scafouillage où Maguire il tire Luke Shaw et il le met par terre, il a même pas le temps de revenir, il se prend un but comme ça. Nico, c'est vrai que la défense de Manchester, c'est assez gag en ce moment. Ouais, non, mais là, Yacine et Mousse, ils sont super diplomates. Ils n'osent pas dire les choses. Donc, moi, je vais le dire. Je vais faire preuve de cette fameuse arrogance parisienne. Il faut en être digne. C'est un groupe qui est bidon, les gars. Arrêtez de vous dire n'importe quoi. Manchester, c'est un nom. Je ne vais pas vous mentir. Ouais, Manchester United, je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est une équipe qui vaut rien. Ils ne mettent pas un pied devant l'autre. Ils se sont fait exploser là, contre Tottenham. Et comme tu dis, la défense, mais c'est grotesque. J'ai rarement vu une défense aussi grotesque. Ce n'est pas une équipe qui va nous inquiéter. Et même l'année où ils nous éliminent, je l'avais dit déjà quand on était tombé contre eux, j'avais dit c'est un super tirage, on va aller se balader chez eux. À l'arrivée, on s'était baladé chez eux. Le retour, j'en parle pas, on n'a jamais joué ce match. Mais voilà, Manchester, franchement, c'est pas le numéro 1, le danger numéro 1. Leipzig sera bien meilleur que Manchester United. Je pense que Leipzig finira deuxième de ce groupe. Mais c'est pareil, c'est une équipe que tu as dominée dans toutes les lignes en demi-finale. Tu leur as mis 3-0. Ils sont quand même moins forts que l'année dernière avec le départ de Werner. Tu peux pas non plus avoir peur de Leipzig, c'est pas possible. Et puis nos amis turcs, vous avez tout dit. On va pas avoir peur d'une équipe où il y a Crivelli, les mecs. Faut pas. Oh, soyons honnêtes. Donc non, parcours très facile. Le PSG sera qualifié après 4 matchs. Vous pouvez le noter, je vous l'affirme. 4 matchs, ce sera réglé. On va pouvoir tranquillement faire jouer. Voilà, Rafinha pourra jouer les 2 derniers matchs de la Ligue des Champions comme ça. Non, aucun problème. C'est un bon groupe, moi je trouve. Et puis, bon, pour être juste un peu plus sérieux de 30 secondes, c'est un bon groupe parce que sur le papier, c'est pas des équipes, entre guillemets, des seconds couteaux sur le papier, parce que voilà, il y a un nom quand même. Donc, il y a le prestige de l'adversaire, mais au niveau du niveau de jeu, tu peux pas avoir peur de ces équipes-là, et surtout pas de Manchester. Franchement, Manchester. Après, Leipzig, je sais pas beaucoup. On avait dit qu'on avait peur de Manchester. Hein. On l'a jamais dit. Au contraire, on a précisé juste sur Leipzig que Leipzig ne jouerait certainement pas comme lors du demi. Ça joue bien, Leipzig. Hein. Franchement, ça joue bien. Rappelle-toi l'an dernier, la poule. En poule, Leipzig, ils ont fait des sacrés beaux trucs l'an dernier. Mais bon, tu as quand même de la marche sur eux, quoi, franchement. Bien sûr. Simplement, ça sera un match différent. C'est tout ce qu'on voulait souligner. Quoi. Ils n'ont pas vraiment remplacé Werner. Ils ont pris Justin Kluivert de l'AS Roma, là, il me semble, hier, qui a signé là, le jeune ailier de l'AS Roma. Mais sinon, il n'y a pas eu beaucoup de renforts du côté de Leipzig. Donc, on peut penser que ça sera à peu près la même équipe que contre le Paris Saint-Germain en demi-finale. Manchester United ne s'était arrêté. Ils n'étaient pas en Ligue des Champions. L'année dernière, rappelez-vous, ils étaient en Ligue Europa. Ils avaient été éliminés 2-1 contre Séville en demi-finale de Ligue Europa. Bon, alors, du coup, je vous demande Paris, Yass, l'ordre de la poule, Paris premier. Tu te dis comme Nico, Leipzig deuxième, ouais. Troisième.
Et Ouais, Manchester Manchester, 4e. ouais. Manchester 3e, mais ils peuvent finir 4e. Ah, Non, mais, quand même, ça non, mais serait... moi, je vais te dire pourquoi. Parce que franchement, quand tu as une défense aussi catastrophique, et en plus, tu as un De Gea qui est très, très loin de son niveau d'il y a 2-3 ans. Après, il a abandonné hein, quand même. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais lui non plus, il fait plus non plus d'arrêt. Oui, oui, oui. Voilà, je vois là Avec comme ça. Solskjaer aussi, il y a un vrai problème avec Solskjaer. Il faut dire ce qui est. Ouais, bien Solskjaer, sûr. c'est pas un tacticien, c'est pas. Enfin voilà quoi, il a fait ce qu'il a pu. Franchement, il n'a pas fait du mauvais boulot, hein, mais honnêtement, après Mourinho, où déjà le niveau de jeu sous Mourinho, c'était pas terrible. Quand tu es supporter de Manchester et quand tu as connu le Manchester des années 90 et tu vois ça, enfin quand je dis les années 90, c'est même le début des années 2000 d'ailleurs. Et ensuite, tu as Solskjaer qui prend la relève, mais au niveau du jeu, c'est très pauvre. La défense, tu en as parlé, ça a toujours été aussi un problème. C'est vrai que ouais, Manchester. Solskjaer, il s'en sort sur des périodes, ça veut dire qu'il a ses 10-11 matchs qu'il fait là, où il gagne tous les matchs. Après le restart, là. Ouais. Non, non, avant le PSG, je parle. Quand Ouais, il arrive, avant le PSG, il élimine le PSG, il prolonge. La première partie de saison de l'année dernière, elle n'est pas terrible du tout. Il y a Ah ouais. l'arrivée de Bruno Fernandes qui transforme l'équipe, et le mec, il gagne du crédit sur ça, en fait. Mais alors que tout le monde te dit que collectivement, ça va pas, que tu vois. Donc c'est clair. Maintenant, moi, il y a juste un truc. Alors évidemment que Paris doit finir premier, faire le plein, tout ça. Moi, juste un truc, c'est que il y a l'histoire de la première place pour jouer le match retour au parc. Mais, mais cette idée, enfin, c'est bien de gagner les matchs pour la confiance et tout. Mais je m'en moque un peu de plus en plus parce que sur les dernières années, tu as le Real qui gagne avec des champions en finissant deuxième, tu as le Bayern qui va en demi-finale en finissant deuxième. Et en fait, cette phase de poule, c'est vraiment histoire de dire faut finir dans les deux premiers. Si tu peux finir premier, tant mieux. C'est pas un drame de finir deuxième. La compétition, elle démarre en février, quoi. ouais, effectivement. Bon, moi, je pense qu'on a été assez complet. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le tirage ou maintenant on attend les matchs, hein, on attend le début de la compétition? Et à toi? Ah, moi, je suis d'accord avec Nico. Franchement, quand j'ai vu le tirage, je me suis dit, pas beaucoup d'émotions, ça me fait pas vibrer les adversaires qu'on a pris. Même en plus, sans supporters, ça ne fait pas des déplacements, voilà, ça fera pas des matchs incroyables parce que évidemment, le Trafford de plein, c'est pas la même que le Trafford sans ses supporters. Donc, moi, j'ai pas eu de sentiment marqué sur ce coup. Je me suis juste dit, là, il faut faire le plein. Le Paris Saint-Germain est favori, ultra favori, archi favori du groupe. Donc, il n'y a pas de danger particulier par rapport à ça et ils doivent largement être leaders et avoir le plus de points possible et justement prendre déjà le rythme, le pouls de la compétition pour arriver dans les huitièmes de finale au top. Après, justement, une poule comme ça peut être bien aussi parce que Thomas Tuchel se plaint de l'enchaînement des matchs parce que c'est vrai que ça va jouer tous les 3 jours malgré tout jusqu'à fin décembre. Et si tu te qualifies rapidement, comme on l'a dit là, dès la 4e journée, ça te permet aussi de donner du temps de jeu à d'autres. Ça va te permettre d'avoir peut-être ton équipe type en championnat à ce moment-là pour prendre de l'avance comme ils ont l'habitude de le faire. Donc c'est bien aussi d'avoir un groupe, comme l'a dit Nico, avec des noms parce que ça, tu t'endors pas, mais assez facile pour dérouler et puis pas aller chercher jusqu'au bout, quoi. Je dis Bon, pas que en évidemment. même temps, Ouais. ouais, pardon, excuse-moi. Vas-y, Mousse. Ouais, je dis en même temps, on avait tous craint quand même un peu le groupe de la mort avec PSG, Barcelone, l'Inter Milan et je sais plus, je crois, un quatrième, je sais plus qui était dans Bah, cette Chaîne Gladbach. Ah, Gladbach, voilà, Gladbach. ouais, j'ai les groupes. Ouais, si on avait eu ce tirage-là, ouais, on C'est pas serait en pareil. train de trembler des genoux parce que Ouais. ça met une certaine pression quand même parce que entre Barcelone, l'Inter et le PSG, et bon, on va dire Gladbach un peu en dessous, mais deux places pour 3 gros clubs comme ça. Quand tu vois aussi l'effectif de l'Inter qui est quand même très étoffé, qui est pas mal. Bon, Barcelone, limite, peut-être plus craint l'Inter que Barcelone. C'est pas Barcelone hein, dans le groupe c'est le Real Madrid hein, dans le groupe B. Hein. C'est Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter et Mönchengladbach. Le Barça, ils sont dans le groupe de la Juventus parce qu'on a parlé Non. des On retrouvailles. parlait du tirage possible. Ah, du tirage. Dans les chapeaux, en fait. Ouais. Tu parlais par rapport au classement établi. En fait, on avait fait une projection sur un papier quand on avait eu les chapeaux et on avait mis que le pire groupe, c'était Gladbach, l'Inter, Barcelone et le PSG dans le même groupe. D'accord. Heureusement, tu vois, je préfère quand même avoir ça. C'est Stressant, tu vois. Un peu moins stressant tout de même, tu vois. Nico. Après, c'est là aussi où tu vois la progression de ton club. C'est-à-dire que quand on tombe il y a 2 ou 3 saisons, je ne sais plus, 2 ans, sur la poule avec Naples et Liverpool,
on se dit tout de suite au tirage, waouh, ça va être chaud, là, ça va être compliqué, ça va être dur. Mais en fait, le Bayern, tu les mets dans ce genre de poule, le Bayern, ils se disent pas que ça va être compliqué, hein. Le Bayern, ils se disent, bon, bah là, c'est une grosse poule, mais voilà, on va torcher ça rapidement, il n'y a pas de souci. Et toi, là, c'est moi un petit peu sur ce tirage au sort, c'est que j'ai vu Manchester tout de suite, des gens, oh là là, tirage horrible, on n'a pas de bol. Manchester, franchement, qu'est-ce que tu t'en fous de Manchester? Et derrière Leipzig, c'est pareil, c'est une petite équipe, Leipzig, même s'il y a cette demi-finale. Tu peux pas avoir peur de ce genre de tirage quand tu veux franchir un palier, quand d'ailleurs tu as franchi un palier et que tu as les munitions du PSG. Tu peux pas avoir peur de ce genre de tirage. Et même le Real, regarde, le Real, le groupe, il est dur. Je pense pas qu'au Real, ils aient peur de ce genre de groupe, parce que le Real, il y a une culture de la phase de poule de la Ligue des Champions, et que passer pour eux, ça doit être une formalité. Même si des fois c'est plus compliqué que d'autres, mais tu peux pas te permettre d'avoir peur de ce genre de tirage au sort. Après, ouais, enfin, même si on tombait sur le Barça et sur l'Inter, j'aurais dit, là, je te dirais la même chose aujourd'hui. C'est un gros tirage, il y a des gros noms, mais on passe, on est au-dessus. Donc voilà, Manchester, vivement, c'est mardi 20. J'ai hâte, et puis vous allez voir, je vous annonce, on va rire. Mardi 20. Ce qui est bien aussi, c'est que là, comme le mercato, c'est qu'aujourd'hui, Thomas Tuchel, encore une fois, il a vraiment un gros effectif que tu peux comparer avec les gros effectifs des gros clubs européens. Donc, avec le nombre de matchs, surtout là, à partir du mois d'octobre, à partir de la fin de la trêve internationale, où tu vas enchaîner quasiment tous les 3 jours, je ne me trompe pas, Yacine, pardon. C'est bien parce qu'il y a une saison, il y avait pas mal de blessés et que tu jouais avec un groupe restreint. Là, honnêtement, tu vas quand même pouvoir faire tourner tranquillement tes équipes. Le match d'avant, le match du week-end avant la Ligue des Champions, bah, tu vas pouvoir faire tourner un petit peu. Ensuite, tu auras des joueurs super frais pour la compétition européenne. 3 jours après, tu vas rejouer en Ligue 1, parfois face à des adversaires difficiles, comme Strasbourg, Montpellier, où ça met un peu des coups, etc. Donc, c'est bien parce que vraiment là, tu vas pouvoir faire tourner l'équipe. Et je pense qu'il y aura personne sera lésé, en tout cas jusqu'au mois de janvier, jusqu'au mercato hivernal, pourvu que les mecs soient concernés. Encore une fois, quand tu es remplaçant au PSG, voilà, c'est un peu difficile. Donc, il va falloir montrer beaucoup de motivation, même si des joueurs comme Draxler, Sarabia, peut-être qu'on leur donnera que les matchs de Ligue 1, les matchs de Coupe de France, puisqu'il n'y a pas la Coupe de la Ligue. Mais voilà, quoi. Après, Thomas Tuchel, c'est une bonne nouvelle. Donc, normalement, il n'a pas le droit à l'échec. Pour conclure, juste pour finir, faut pas oublier qu'en plus, il a le droit à 5 changements en Ligue 1. Donc, il peut pas se plaindre de coaching. Oh ouais, il joue trop. Il a de quoi faire reposer les joueurs. La moitié de ton équipe à chaque match. Donc, Par contre, Kais Ruiz et les jeunes Fadiga et tous ceux qu'on a pu voir, bon, je pense que cette saison, avec le qu'on vient de faire, je pense que même Xavi Simons s'était monté une seule fois, je crois, depuis. Il a toujours été qu'avec les U19. Je crains que pour Kais Ruiz et Fadiga, il y en avait un autre, je crois, il me semble. C'était Pembele qui était monté 1 ou 2 fois. Pembele aussi, ouais. Ouais, je pense que ça va être compliqué pour eux encore cette saison. Ouais. Pembele, c'est le 5e central, quelque part, dans l'effectif. Donc, lui a peut-être des chances d'être un peu dans le groupe, un peu plus souvent. C'est pas sûr. C'était c'était aussi ce que j'avais mis dans mon tweet où je me suis fait un peu insulter sur Twitter. Donc voilà, on va pas en parler ici, mais voilà, effectivement, j'ai dit que comme d'habitude, les jeunes joueurs qui ont eu un peu de temps déjà au début parce que tu n'avais pas les recrues qui t'arrivaient vont redescendre en U19 puisque le PSG n'a pas d'équipe réserve et végéteront en U19 malheureusement. C'est la fin. On réclame le départ parce qu'ils n'ont pas joué assez. Non mais quand on dit ça, j'ai vu un mec hier qui prenait, il disait excusez-moi le terme, c'est le suceur de jeunes, il veut faire jouer des jeunes, etc. à tout prix. Mais voilà, oui, quand on a des joueurs comme ça qui ont montré des choses intéressantes, notamment Fadiga ou même Kais Ruiz, mais moi j'aurais peut-être vu plus vouloir voir Fadiga en tout cas de ce qu'il avait montré sur ses rentrées. Bah, c'est dommage parce que là du coup avec un effectif complété comme ça, il n'aura plus aucune chance de jouer titulaire. Hugo, mais quand c'est Chelsea qui le fait au Barcelone, tout le monde applaudit. Mais de toute façon, mais oui. Mais de toute façon, nous après, je vois des mecs qui disent vous vous plaignez de ne pas avoir un groupe compétitif pour gagner avec des champions, etc. Mais ces équipes qui gagnent avec des champions tous les ans, ils ont toujours 1 ou 2 jeunes qui jouent aussi, etc. Alphonso Davies, il a quel âge? Rappelez-moi, il a joué titulaire toute la saison. Bref. Kamavinga à Rennes, tu vois, Mbappé à l'époque à Monaco, Moïse Kean à la Juve, ils n'ont pas hésité à le lancer. Nous, on a un problème avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Problème de riches, sans doute. On a trop de joueurs, trop de bons joueurs, je ne sais pas. Ouais, malheureusement. Bon, écoutez, en tout cas, premier rendez-vous donc, en Ligue des Champions, on l'a dit, le mardi 20, réception de Manchester United au Parc des Princes. Et puis pour le prochain match, en tout cas du Paris Saint-Germain, ça sera le vendredi 16 contre Nîmes. En attendant,
pause internationale, match de l'équipe de France, notamment contre la Suède et le Portugal. Nous, on fera un podcast, c'est ça? On fera un podcast sur la 3 matchs, hein, formation. équipe de France. Ouais, il y a la Il y a la Suède Croatie demain, je crois. et le Portugal. Mm. Et il y a un match amical aussi. Ouais, c'est la Croatie demain, je crois, le premier. Non, c'est la Suède. la Croatie. hein. Ah, La Suède. C'est la Suède. Et le Portugal a joué. Oui, moi je disais, on fera un podcast, peut-être, on peut déjà dire à ceux qui nous écoutent, sur la formation parisienne. Oui, le prochain podcast, il portera sur la formation et plus globalement sur les joueurs en Ile-de-France, sur comment fonctionnent les clubs. On va parler un peu des agents avec Yacine, des coachs, la façon de détecter les jeunes, etc. Comment ça se passe en Ile-de-France, le championnat des centres de formation. C'est un sujet qu'il maîtrise bien. Et puis il y aura l'ami Nico qui donnera son avis. C'est un sujet qu'il connaît aussi. Hein, le Versaillais. Il connaît ce sujet. Je mettrai mon maillot. Voilà, donc ça change un peu des débats qu'on fait exclusivement sur les matchs ou sur les transferts. Donc ça peut être intéressant et c'est vrai que ça nous a un peu été inspiré par le Club des 5 qui avait fait une superbe émission là-dessus, qui avait été un peu plus globale et donc nous on va refaire un peu à la sauce parisienne. Voilà. Et je voulais juste ajouter, je voulais remercier 2 personnes qui vraiment étaient très très importantes hier pour moi, pour la journée du mercato. Voilà, je voulais faire un gros big up à Youssef. Merci beaucoup pour ton aide hier. Et j'embrasse Leïla aussi, qui a été un grand soutien. Voilà, eux, ils comprendront. Merci beaucoup. Le message est passé. On se dit donc rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain podcast hors jeu capital. Salut à tous. Ciao. Salut.